Dans ce que je vous ai exposé dans la séquence précédente, on a vu que la négociation, elle constituait à guider l'interaction en même temps sur la logique, sur les divergences et sur les convergences. Et ça a des conséquences fondamentales qu'on va creuser pour mieux comprendre la négociation. Euh, je vais commencer par une citation d'un livre très connu de Fred Hickley. Fred Hickley, c'est un diplomate qui a écrit un livre sur comment les États négocient en 1964. Donc un diplomate qui est revenu sur son expérience de négociation internationale pour essayer d'en tirer une théorisation de la pratique de la négociation. C'est un très bon livre. Et comme vous voyez avec la citation, il ne manque pas de sens de l'humour. Je traduis à la volée. Dans les négociations, il y a bien des règles. Par exemple, les mensonges non ambigus doivent être évités. Les promesses explicites doivent être tenues. On ne doit jamais utiliser l'invective. Des menaces, il ne faut pas faire de menaces explicites. Les accords de principe ne doivent pas être violés de manière flagrante en ce qui concerne la mise en œuvre des détails. Et la compréhension mutuelle ne doit pas être délibérément biaisée ou exploitée pour faire des malentendus. Où est l'humour dans cette citation? Il est dans le fait que la négociation a des règles, mais que ces règles elles sont complètement fondées sur l'ambiguïté. C'est-à-dire que on ne doit pas violer de manière flagrante. Il faut tenir les promesses, mais seulement celles qui sont vraiment explicites. Les mensonges qui ne sont pas ambigus, il faut les éviter, etc. Donc cette citation, elle communique le fait que la négociation, l'ambiguïté est partout dans la négociation. On pourrait résumer en disant elle constitue la règle même de la négociation. Donc, pour commencer à creuser ce thème, je voudrais rentrer dans l'étymologie de la négociation. En grec ancien, pour dire négocier, le plus souvent, le mot qui s'utilise, c'est prato, je fais. Et prato, je fais, c'est le même mot que pratique, pragmatique, etc. Et donc, quand vous lisez Thucydide, qui est un des plus beaux livres de stratégie jamais écrits, on vous explique, par exemple, que la délégation athénienne a pratiqué avec les autres et qu'ils sont arrivés à un accord. En opposition avec une autre forme de recherche d'accord qui est bouleo, c'est-à-dire la délibération. Et là, dans Thucydide, on voit les délégations des différents pays qui plaident chacun leur cause devant une assemblée, etc., de manière complètement explicite. Là, on est dans une forme de délibération publique. Mais la négociation elle-même, c'est on se débrouille pour, on fait, on pratique. Donc c'est non spécifié sur la manière d'interagir. En latin, négocier, c'est neg otiare, ça veut dire ne pas rester oisif. C'est difficile de ne pas être plus indéterminé dans la manière de définir un mode d'interaction que de dire, bah voilà, on n'est pas resté oisif. Ouais, on s'est bougé pour. En anglais, business, en français, affaires, c'est quoi? C'est on s'est bougé pour. Là encore, difficile d'être moins spécifique ou moins précis sur les modalités de l'interaction, sur la manière de faire, etc. Et donc, l'étymologie de la négociation, c'est faire des diligences, des démarches, en ne disant pas comment on fait. Il y a un côté indéterminé, il y a un non-dit sur les processus et les méthodes. C'est ce côté fondamentalement pragmatique de la négociation, tout à fait différent par exemple de la délibération. Dans la délibération, tout est à l'air libre. Il s'agit d'échanger des arguments, de réfléchir à la valeur des arguments, de les partager, de les peser. Quand on vous dit « nous avons délibéré », on voit très bien comment on a procédé pour délibérer. Okay, alors que dans la négociation, on ne voit pas très bien comment on a procédé. C'est indéterminé, c'est flou. Ce caractère flou est un thème clé
pour la négociation. Et il porte sur deux choses. Il porte à la fois sur la relation, c'est-à-dire que la relation entre les négociateurs est ambivalente. Si je négocie avec vous, je suis en même temps dans une relation de divergence avec vous et dans une relation de convergence. Je suis en même temps potentiellement dans un conflit et potentiellement dans la coopération. Et ce qui caractérise la négociation, c'est que je ne choisis pas de me guider sur l'un et d'oublier l'autre, mais je suis constamment sur deux registres en même temps. Je veux être avec l'autre dans une interaction qui fonctionne si ça finit dans le conflit, qui fonctionne si ça finit dans la coopération, qui soit bordée par les deux, et qui, au fond, est dans un guidage, dans une attitude ambivalente. Les négociateurs, ils sont ambivalents l'un vis-à-vis de l'autre du point de vue de la relation. Et puis, le deuxième plan, c'est l'ambiguïté sur les positions. C'est-à-dire que dans la négociation, les choses ne sont jamais entièrement et clairement dites. C'est-à-dire qu'on fait une proposition. Je vous propose de vendre ma moto 3 500 €. C'est ambigu. L'autre sait très bien que mon but n'est pas de vendre ma moto 3 500 €. Mais moi, je fais comme si c'était 3 500 €. Mais je ne peux pas, bien sûr, je sais bien que l'autre sait que ce n'est pas ça que je veux dire exactement. Donc, la communication est marquée d'ambiguïté sur les positions. Et puis, quand on est dans la négociation, on est dans une position d'indétermination et d'incertitude sur les résultats de la négociation. Tant qu'elle n'est pas terminée, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Et vous ne savez pas vraiment quel sens attribuer à ce qui est dit. Vous essayez de deviner. Quand l'autre me dit je vous vends, je vous achète votre moto 1500 €, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à la payer 1500 €? Ou est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à la payer 2700 €, mais qu'il aimerait bien la payer moins que 2700 €? On verra au fur et à mesure. Et donc, on est sans arrêt dans une dérive des perceptions, des attentes, des positions. Vous voyez bien, dans tous les cas de négociation qu'on a vus, que la perception, les attentes changent au fur et à mesure de la négociation. Donc, cet environnement, cette modalité qu'est la négociation, elle est marquée par l'ambivalence de la relation, l'ambiguïté sur les contenus et un flottement, une dérive permanente des repères qu'on peut se donner pour analyser la situation et conduire l'interaction. Alors, les conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence psychologique, c'est que c'est relativement stressant pour la plupart des personnes de se retrouver ainsi en négociation. Je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, mais en ce qui me concerne, moi, quand je me retrouve en négociation sur un enjeu important, par exemple, s'il faut... je veux louer un appartement et je suis en négociation avec le propriétaire pour savoir s'il va me prendre comme locataire. Je ne sais pas ce qui va se passer à la fin. En même temps, j'ai peur de me faire avoir, mais j'ai envie d'avoir une relation de confiance. L'outcome est important pour moi, mais je ne sais pas ce qui va sortir et à quel loyer je vais payer. Ça me stresse. Il y a des gens que ça amuse, la relation de négociation. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu psychologique très important qui est lié à l'ambivalence de la relation, à l'ambiguïté dans la communication, à l'incertitude sur les outcomes. La deuxième conséquence, c'est que on est dans des situations floues, et donc pour conduire l'action dans ces situations floues, il va falloir projeter sur ces situations des cadres qui sont plus clairs que la compréhension qu'on en a vraiment. Donc ça, on l'a vu dans les simulations la dernière fois. Quand vous êtes mis dans la situation du négociateur qui veut acheter ou construire une maison, vous n'avez pas beaucoup d'informations, vous êtes dans un certain flou, vous êtes obligé d'avancer en construisant des hypothèses, en construisant un cadre qui vous dit voilà comment je pense que la situation se présente et pour l'instant je vais agir en fonction de ça et guider mon action là-dessus. Donc la deuxième conséquence, c'est que vous n'êtes pas en situation où il y a un problème net, vous cherchez des solutions. Vous êtes en situation où il y a une solution floue sur laquelle vous allez devoir poser des cadres hypothétiques plus clairs pour guider votre action. Donc c'est une conséquence de l'ordre de la conduite de la négociation. La troisième conséquence, c'est que votre conduite de l'action,
elle va devoir passer par l'utilisation de l'ambivalence et de l'ambiguïté. Dit autrement, même si vous brûlez d'être dans la coopération avec l'autre, eh bien, à un moment donné, vous allez être obligé de cultiver l'ambivalence et l'ambiguïté. Par exemple, vous avez une envie folle que le propriétaire vous loue son appartement et que vous soyez tous les deux dans cette relation où vous vous êtes mis d'accord. Mais si vous communiquez cette envie folle, vous risquez qu'ils se disent ah ben, au fond, le loyer, il va pouvoir payer un loyer élevé. Et donc, vous allez être obligé de cultiver l'ambiguïté sur le fond. Et par ailleurs, vous avez, dans beaucoup de situations, vous allez être obligé, même si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez être obligé de cultiver une forme d'ambivalence dans la relation. Et vous allez devoir apprendre à cultiver ça. Par exemple, à dire des propositions qui peuvent être interprétées de plusieurs manières, parce que vous ne savez pas comment elles seront reçues. OK ? Donc, ça fait partie de la technique de négociation de pouvoir parler de manière ambiguë. Donc, est-ce que ça vaut peut-être le coup d'une discussion à ce stade? Est-ce que vous voyez donc comment l'ambivalence et l'ambiguïté sont la caractéristique fondamentale de cet espace de la négociation et comment ça a des conséquences très importantes pour celui qui est amené à agir dans cet espace? Alors, je vais poser la question autrement. Par votre formation, vous êtes essentiellement formé à résoudre des problèmes dans des espaces clairs, dans des espaces où les règles, les positions, ce qui conduit d'un état à un autre état est explicite, relativement clair, etc. Et donc, comment vous vivez l'idée que des moments fondamentaux de l'action, la négociation climat, la résolution d'un conflit d'aménagement comme Notre-Dame-des-Landes, des points clés, des passages clés de l'action sur l'environnement, obéit à une logique qui est très 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 différente de ça, c'est-à-dire cette logique de l'ambivalence et de l'ambiguïté. Ça vous fait quoi en fait? Simplement que quand même on n'est pas non plus dans cette logique-là. Enfin, quand on a un contrôle, il y a une ambiguïté entre la logique qui est d'acquérir la connaissance et la logique qui est de montrer au professeur, parfois peut-être en bluffant, qu'on a compris. Donc dans tous les cas, il y a toujours eu cette ambivalence dans notre formation, par le concept de notre formation aussi. À la fois l'objectif d'apprendre des choses et de valider, et qui peuvent parfois s'opposer et entrer. Donc oui. Moi, ça ne me paraît pas choquant. Alors dans la réalité pratique, c'est certain. C'est-à-dire que tous, vous déplacez dans cet espace où il y a des éléments de négociation éventuellement tacites. En revanche, vous n'avez pas tellement d'outils analytiques pour analyser ça. C'est-à-dire si je vous demande de quel outil analytique vous disposez pour analyser cette situation, il n'y en a pas tellement. Donc vous avez accumulé toute une batterie pour analyser des situations qui sont des situations de résolution de problèmes ou des situations de conflit ou de concurrence. Par contre, vous avez bien l'expérience pratique des situations ambiguës, mais vous n'avez pas d'outils pour les penser. En tout cas, pas d'outil explicite et qui a été cultivé dans le cadre de votre formation suisse. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où on se forme avec des outils qui portent là-dessus? Quel type de formation avancée, je veux dire, hein, il faudrait faire un master de quoi si on voulait devenir balèze sur l'ambiguïté, l'ambivalence et ce genre de situation qu'on vient de voir depuis qu'on a lentement dérapé avec Schelling pour arriver dans ces points focaux, ces saillances subjectives et maintenant l'ambiguïté et l'ambivalence. Qui est-ce qui travaille sur ce genre de choses? Alors déjà, un peu plus la science politique. La rhétorique aussi. La rhétorique, la littérature, les études classiques. Hein, si vous êtes un banquier anglais qui a fait ses études à Oxford et qui est en fin de carrière, il aura appris surtout le grec ancien à Oxford, le latin, de la rhétorique, etc. Et donc, il aura reçu une formation extrêmement construite
sur comment interpréter des situations ambiguës, comment construire gérer des situations tactiques, etc. Donc si vous avez lu Thucydide, donc en fait il y a tout un autre volet des formations possibles, qui est un volet des humanités en fait, hein, de la culture littéraire, de la culture historique, qui amène à une conscience construite académiquement de cette part ambiguë et subjective des interactions humaines. Moi, j'y suis extrêmement sensible puisque j'ai eu comme vous une formation de sciences dures au départ. Et donc, apprendre à se mouvoir dans cette autre dimension, au-delà de l'apprentissage subjectif pratique de la négociation, ça passe par des apprentissages culturels, des lectures historiques, des réflexions sur des situations de fiction, sur des écrits de philosophie, des choses stratégiques. Donc oui, c'est possible de se cultiver sur cet aspect-là, au-delà du simple fait d'y avoir été confronté de manière pratique. Et par ailleurs, c'est possible de collaborer avec des gens qui ont cette formation, mais qui n'ont pas du tout les repères que vous avez vous sur les aspects structurés, objectifs, etc. Donc le fait de comprendre qu'on est dans une ambivalence où les deux jouent, ça aide à construire des cadres plus approfondis. Sur le deuxième aspect, c'est-à-dire le fait que les cadres conceptuels ou analytiques que vous avez ne sont pas des cadres une manière d'identifier la structure réelle des phénomènes, mais de poser une structure possible pour essayer d'avancer, un côté extrêmement constructiviste, si on peut dire. Comment vous réagissez à ça? Bon, je crois qu'il est... quelle heure il est? 17h15. Là, on est dans une forme de négociation tacite. Le cours est censé aller jusqu'à 18h30, donc normalement, vous êtes au taquet jusqu'à 18h30. Et moi aussi. Et puis, en fait, à un moment donné, Oui, une question, c'est par rapport à... entre sciences dures et sciences plus littéraires, etc., justement, si on prend l'aspect de l'économie, où il y a tout un travail, finalement, souvent l'impression d'être un peu entre les deux, où il y a toute cette rationalité de calcul, etc., et en même temps, tout un aspect appliqué, où finalement, on ne fait pas tout le calcul, il est plus proche de la littéraire. Justement, est-ce que c'est pas un exemple de comment... quelque chose qui essaie d'avoir les pieds dans les deux... Oui, je pense, justement, c'était bien là que je voulais en venir d'une certaine manière, c'est-à-dire que selon les économistes que vous écoutez, vous apercevez qu'ils ont des manières totalement différentes de gérer ça. Il y en a qui restent droit dans leurs bottes à dire nous sommes des vrais scientifiques, c'est une science positive, etc. Il y en a qui sont exigeants du côté de l'aspect calculatoire, etc., mais qui acceptent l'idée que cet aspect calculatoire est en dialogue avec des réalités économiques et que c'est la qualité de ce dialogue qui fait d'eux des très bons experts en économie. Et puis vous en avez d'autres qui sont dans des rejets de la dimension calculatoire ou dans des formes de militantisme sur les types de cadrage, etc., qui veulent tirer le terrain de ce côté-là. Donc effectivement, je pense que l'économie est un champ dans lequel ça peut bien voir cet aspect-là et la manière dont chacun est amené à prendre des positions qui sont plus ou moins fécondes, en fait, selon la qualité du travail qu'il y a mené. Mais ça montre aussi que c'est un peu un champ de bataille, hein, c'est-à-dire que le dialogue entre ceux qui ont pris les différentes options n'est pas toujours d'une fécondité, d'une courtoisie aussi grande qu'elle pourrait être. Ça, c'est pour ponctuer ça. Donc, cette question de l'ambiguïté va nous amener à des choses importantes pour mieux comprendre la place de la négociation dans l'action et dans la décision. Puisque finalement la négociation, elle fabrique de l'ambigu elle clarifie à partir de l'ambigu.
par exemple, on est dans une situation où on ne sait pas qui devrait faire quoi, etc. On commence à discuter, puis à la fin, on a un accord qui fabrique de l'explicite, de la règle. Mais aussi, elle peut brouiller à partir des choses claires. Par exemple, il est clair que le devoir doit être rendu pour telle date. Et puis, on vient discuter en disant oui, moi, j'ai une difficulté, est-ce qu'on pourrait, etc., etc. Et donc, la négociation, elle permet de fabriquer du pas clair avec ce qui, au départ, était clair. Et dans tous les registres, on s'aperçoit que la tolérance, la dérogation, le fait de laisser passer sans relever dans les relations internationales, dans les relations de travail, etc., joue un rôle clé. Et la négociation brouille aussi. Et du coup, ça m'amène à montrer que la négociation, c'est le mode qui permet d'opérer dans une forme d'indifférenciation. Donc la négociation, c'est une forme assez indifférenciée d'interaction. Les règles sont relativement flottantes. La communication est sous-codée ou bien elle est brouillée par un empilement de codages différents. Et puis la procédure principale, c'est le tâtonnement. Donc on est là en disant oui, moi je propose qu'on envisage deux, et l'autre, ah mais non, ça ne me convient pas, on pourrait, etc. Donc là encore, le tâtonnement, c'est bien le mode de développement quand on est dans l'indifférenciation. Or là-dessus, la négociation se sépare très clairement des autres modes de composition qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les autres, il y a une différenciation beaucoup plus nette. Dans l'affrontement, il y a une polarisation. Dans la concurrence et l'évitement aussi. Dans la coopération, il y a une unité, une cohésion qui finalement diminue les ambiguïtés. D'ailleurs, souvent, le moment où on s'aperçoit que la coopération ne marche pas si bien qu'on croyait, c'est quand il y aura une des parties prenantes qui commence à dire des trucs ambigus et que vous les trouvez ambigus. Ah, tu n'es pas totalement engagé. Ah. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que dans les autres, dans la hiérarchie, c'est pareil, les règles, la répartition des rôles et tout sont beaucoup plus clairs. Donc on voit bien que la négociation, elle est l'espace dans lequel on fonctionne en indifférenciation, alors que les autres sont beaucoup plus clairement différenciés. Et du coup, moi, je pense qu'on peut en tirer que la négociation est utile quand l'indifférenciation est utile. Et donc, soit quand il n'y a pas de différenciation, quand il n'y a pas de règles posées ou de situation claire, ou bien quand il y a besoin de casser la différenciation parce qu'elle ne permet plus de fonctionner d'une manière qui convienne. Et du coup, dans mes travaux sur le lien entre négociation et décision, en fait, je propose d'identifier 7 rôles possibles, 7 situations types possibles d'organisation où la négociation est utile. La première, c'est la négociation initiation, c'est-à-dire ce qui se passe quand on veut créer un nouveau système d'action. Exemple, vous avez une idée de technologie qui ferait une start-up, mais il n'y a pas d'organisation pour l'instant. Donc là, tout va passer par la négociation. J'ai une idée d'application pour téléphone portable. En revanche, j'ai aucune capacité de programmation. Ah, ben, il va falloir que je discute avec quelqu'un qui pourrait programmer. À quelles conditions? Et puis, je n'ai pas de capital. Et puis, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Donc, quand la possibilité ou la nécessité d'action existe, mais qu'il n'y a pas d'organisation, il va falloir passer par la négociation. Premier cas de figure, la négociation initiation. Deuxième cas de figure, la négociation extension. C'est-à-dire qu'il existe bien une organisation, mais jusqu'ici, elle ne prend pas en compte la possibilité d'action qui m'intéresse. Par exemple, je suis un cas récent d'une auditrice du master spécialisé. Elle est dans une grande organisation avec des dizaines de milliers de salariés qui bossent dans des bureaux. On veut diminuer l'empreinte carbone. Pour ça, il faut agir sur les moyens de transport des salariés. Comment on fait? Une des solutions, c'est le covoiturage. Donc vous dites, OK, il faut qu'on rajoute un élément dans notre organisation qui soit la possibilité de covoiturer. Ben là, hop, ça passe nécessairement par la négociation. Est-ce que la hiérarchie va être d'accord? Est-ce que les syndicats vont être d'accord? Hop, vous allez négocier tous azimuts jusqu'au moment où, à la fin,
Si vous avez réussi à mettre en place le système de covoiturage, il fait partie des règles de l'organisation. On n'est plus du tout dans le même cas de figure. Donc pour étendre ou transformer une organisation, il y a besoin, ça doit passer par la négociation, parce que ça passe par un moment d'indifférenciation. Vous ne savez pas comment ça va se faire. Troisième type de situation de négociation dans les systèmes d'action, c'est les ajustements institués. Par exemple, l'état caractéristique, c'est le marché. Vous avez un marché aux poissons, l'organisation est claire, hein. Vous avez des patrons pêcheurs, tout est bien organisé avec leurs salariés, leurs bateaux, leurs subventions européennes, etc. De l'autre côté, vous avez la filière de transformation-distribution, avec les fabricants de poissons surgelés, les chaînes de supermarchés, etc., etc. Mais dans un système collectiviste, tout ça, ce serait une seule organisation. Ou bien, si vous êtes Intermarché et que vous avez vos propres bateaux de pêche, c'est une seule organisation. Dans la plupart des cas, vous avez entre les deux un palier d'ajustement qui est le marché aux poissons, la criée aux poissons, qui va ajuster sur les prix. Mais donc, cet ajustement sur les prix, il s'inscrit dans le cadre d'une organisation à grande échelle qui a prévu une sorte de joint où ça peut jouer sur les prix. Exactement comme un ingénieur qui construit un pont, qui prévoit que le pont va subir des contraintes par la chaleur, par le vent, etc., et qui donc prévoit des patins de frottement et des creux de dilatation pour que le pont puisse s'ajuster en fonction des circonstances. Donc ça, on est dans des négociations qui sont un endroit précis dans une organisation donnée qui permet des ajustements par la négociation. Quatrième type, ce sont les ajustements informels. Là, ils ne sont pas prévus explicitement, mais ils sont nécessaires au fonctionnement de l'organisation. Vous êtes dans un cadre où vous êtes en train de réaliser un module d'enseignement avec des collègues. Vous avez besoin de vous absenter une demi-journée pour une réunion. À ce moment-là, on va faire un ajustement informel. La règle prévoirait que je sois obligé d'être là. Je vais discuter avec mes collègues pour voir si on trouve une autre solution. Donc ces ajustements-là, ils sont permanents dans le fonctionnement des organisations. Le fonctionnement informel de l'organisation est fondamental. Cinquième type de situation, la négociation-réparation. C'est-à-dire que l'organisation fonctionne et puis à un moment donné, pouf, il y a un truc qui ne marche plus, il y a une crise. Là, d'un seul coup, il va falloir réparer la situation. Pourquoi on passe à la négociation? Parce que ce qui était clairement différencié avec des règles, des mécanismes et tout, devient indifférencié. On ne sait plus. On ne sait plus qui doit faire quoi, on ne sait plus comment régler le problème, on ne sait plus comment avancer. Par exemple, vous êtes responsable du rayon poissonnerie au supermarché. La neige qui tombe fait que les camions ne peuvent plus rouler. D'un seul coup, ça va négocier dans tous les sens. Le camionneur, il va appeler son patron. Qu'est-ce que je fais? On annonce la fermeture des routes. Est-ce que je rebrousse chemin? Est-ce que j'attends que ça aille mieux sur un parking? Est-ce que j'essaye de passer et puis s'il y a une amende, vous la payez? Le responsable du rayon poisson, même chose, etc. Donc dès que la manière normale dont ça se passe ne fonctionne plus, ça devient indifférencié, il va falloir réparer. Autre cas de figure, la négociation-changement, vous voulez s'organiser d'une certaine manière, vous voulez changer d'une autre manière, mais il va falloir dédifférencier pour redifférencier. Donc là, on est dans la raison pour laquelle, pour le changement environnemental, agir pour l'environnement, c'est toujours essayer de passer d'une manière dont les choses sont organisées à une autre manière qui prend mieux en compte la question de l'environnement. Et donc là, il y a besoin de négocier parce qu'on va passer par de la dédifférenciation. Et on va même éventuellement avoir de la négociation pour désorganiser. C'est-à-dire les choses sont trop structurées, d'une manière qui produit des outcomes qui conviennent à certains d'un certain point de vue, mais qui ne conviennent pas à d'autres d'un autre point de vue. Et donc là, la négociation, elle peut servir à déstructurer, à ralentir la machine, à enrayer la machine. Vous nous livrez, vous produisez de telle manière, nous, on va vous demander
de produire autrement. Si vos légumes sont produits sans le label bio, on va vous les payer moins cher. Ah, c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Mais nous, voilà la position qu'on prend. Et là, hop, petit à petit, on va pouvoir essayer de désorganiser. Donc ces éléments, ces rôles types, ils montrent que c'est des situations très très différentes l'une de l'autre, où on va retrouver beaucoup de négociations dans les systèmes d'action ou dans les processus de décision. Mais en tout cas, elles ont en commun ceci, que l'action doit passer par un moment d'indifférenciation et que dans ce cadre-là, là, on va se retrouver à négocier. Et donc, il y a une logique très profonde entre la logique propre de la négociation et les moments et les rôles qu'elle va pouvoir occuper dans l'action et la décision. Est-ce que vous avez des éléments à discuter là-dessus ? La négociation des organisations, elle est quasiment systématiquement à l'initiative d'une seule des deux parties. La partie il y a une partie qui est organisation telle qu'elle est faite, c'est souvent qu'il y a une partie qui est favorisée par rapport à l'autre et donc... ça dépend. Par exemple, dans une entreprise, vous pouvez avoir, il y a des négociations ajustements instituées. Par exemple, chaque année, dans une entreprise d'une certaine taille, vous devez ouvrir une négociation sociale. Ou bien, on peut dire que chaque année, il y a les entretiens annuels d'évaluation qui constituent une forme non dite, mais codée de négociation avec votre hiérarchie. À l'inverse, effectivement, si c'est du changement pour sortir du statu quo, ça peut être du changement effectivement à l'initiative des membres de l'organisation qui ont à perdre à la manière dont ça se passe. Ça n'est pas toujours les gens qui sont en base de la hiérarchie. Si vous êtes dans une situation où vous avez par exemple un secrétariat, imaginez que ce secrétariat arrive de plus en plus tard et part de plus en plus tôt, la personne qui assure ce secrétariat. À un moment donné, le statu quo va peut-être vous gêner, c'est-à-dire vous allez vous dire, ok, là j'ai besoin d'un peu plus de soutien que ça. Et donc là, vous allez peut-être être conduit, vous, à expliciter la négociation. Mais une fois encore, c'est la personne qui est perdante dans le statu quo qui a l'initiative. Bien sûr. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas la plus dans la c'est souvent on projette des grilles de lecture dans lesquelles ce seraient toujours les mêmes les perdants. À l'inverse, la personne du secrétariat, qui assure le secrétariat, elle peut, une fois son patron, ça arrive très souvent, à 17h, peut lui dire, voilà, maintenant c'est, pendant toute la journée, elle n'a pas fait grand-chose, cette personne, à 17h, le patron arrive en disant, ben voilà, il faut taper ce truc-là pour demain. Au bout de 3-4 fois, elle peut dire, bon, attendez, là, il faut qu'on clarifie les règles, moi je suis là depuis 9h, j'arrive à 9h le matin, si vous me donnez le boulot à 17h, alors je dois partir à 17h30 et que vous savez très bien qu'il y en a pour 1h30 de boulot, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc effectivement, là, la négociation, elle va être pour sortir du statu quo, plutôt à l'initiative du perdant, quand c'est une négociation changement. Et donc sur l'environnement, ça nous parle beaucoup, bien sûr, parce que vous allez avoir beaucoup de situations qui sont mauvaises pour l'environnement. Pour en sortir, il va falloir ouvrir la négociation. Mais là, on passe sur l'idée que souvent, ce n'est pas possible d'ouvrir directement la négociation. Peut-être qu'il va falloir passer par le conflit. Là, on est bien sur l'idée que c'est toute la configuration de composition qui est active. Celui qui garde le statu quo, il va peut-être être dans des circonstances où il va vous éviter. Vous allez essayer de discuter, ça ne va pas marcher, jusqu'au moment où vous allez réussir à passer par le conflit ou à faire un recours auprès de l'autorité administrative pour qu'elle intervienne. D'autres réactions sur cette caractérisation des situations très différentes dans lesquelles la négociation peut être utile? Ok, donc on s'achemine vers la conclusion. Ce que je constate, donc là on a vu que les bases de la négociation nous amènent à reconnaître cette place à l'ambiguïté, à l'ambivalence. Mais la question qui se pose, c'est aujourd'hui, dans l'actualité, est-ce que nous sommes ou pas, quelle est la place de l'ambiguïté dans les contextes politiques où aujourd'hui nous avons à gérer les problèmes d'environnement? En fait, je pense, la question est assez délicate parce que d'un côté, on est dans une époque où on est acharné
à essayer de clarifier les référentiels gestionnaires avec des critères, des batteries, la LOLF, les barèmes de gestion hospitalière, etc. Donc on est dans une rage de clarifier les systèmes de gestion. Alors qu'en fait, dans la même période, on est dans une ambiguïté délibérément cultivée dans la discussion politique, où il ne s'agit que de solidarité, d'égalité, etc. On n'arrive même plus à discuter clairement des arbitrages dans la résolution de problèmes et des choix dans la résolution de problèmes, tellement les langages de la solidarité, de l'égalité, etc., sont utilisés de manière ambiguë et stratégique. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où la négociation est partout pour régler, pour arriver à agir malgré ces tensions. On est obligé de négocier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous êtes pris dans un système de gestion avec X critères, barèmes, etc., ça va vous demander de plus en plus de négociations informelles pour trouver les ajustements pratiques qui vont vous permettre de faire fonctionner l'action. Mais du coup, la négociation est de plus en plus insaisissable. Je m'explique sur ce que je veux dire. Revenez 30 ans en arrière, à une époque où on est dans des politiques publiques très hiérarchiques, dans laquelle les conflits d'environnement sont très frontaux. Ben là, la négociation, on la voit fonctionner quand elle fonctionne. Elle s'enclenche, elle rapproche les positions, etc. Alors que là, on est dans ce mélange entre des discours normatifs sur la solidarité, l'égalité, la coopération, etc., qui sont manipulés stratégiquement par les acteurs, mais de manière implicite, des systèmes extrêmement rigides de barèmes de gestion, et du coup, la négociation est partout, mais elle a du mal à être visible. On a du mal à la voir fonctionner, parce qu'elle ne peut pas vraiment dire ce qu'elle est, puisqu'elle serait très facilement attaquable, aussi bien par les discours moraux que par les systèmes de gestion super normatifs. Donc elle est hyper nécessaire, mais en même temps hyper difficile à saisir. Donc je pense que c'est d'autant plus important de se doter d'outils analytiques qui permettent de la voir, de la comprendre, pour se donner des moyens de gérer dans cette situation. Un des éléments clés de l'ambiguïté de la situation actuelle, c'est que vous trouverez ça dans des écrits que j'ai faits sur l'évaluation de politique publique ou autres, c'est que les pouvoirs publics prennent des mesures pour régler différents problèmes publics et satisfaire de cette manière-là différents publics, différentes constituencies, on pourrait dire. Par exemple, il va prendre à la fois des engagements pour soutenir le secteur agricole et des engagements pour diminuer les impacts environnementaux de l'agriculture. Il va prendre à la fois des engagements pour... et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement donne des outils à des parties prenantes différentes. Et en gros, le contrat caché, c'est de dire « démerdez-vous entre vous ». Lutter entre vous, négocier entre vous, et on verra comment ces différentes politiques publiques vont s'équilibrer. On verra comment la politique environnementale d'agriculture biologique va s'équilibrer avec la politique de soutien à l'agriculture industrielle et avec la politique de soutien à l'agroalimentaire français. On a trois politiques, elles sont contradictoires entre elles. On laisse à la négociation entre les acteurs le règlement de l'équilibre entre ces politiques. Et donc voilà un des cadres fondamentaux qui est nécessaire pour suivre aujourd'hui la mise en œuvre de l'action environnementale. Elle ne dispose jamais d'un arbitrage a priori, mais elle dispose d'une politique publique cadre qui donne des moyens qu'il va falloir utiliser en luttant et en négociant avec d'autres politiques cadres portées par d'autres acteurs. Et donc on est dans une forme de pluralisme où ça n'est plus l'État qui arbitre, mais il donne des moyens à des acteurs qui ensuite vont devoir composer dans le cours de l'action. Et là, il est absolument indispensable pour comprendre ce qui se passe dans la manière dont se mettent en œuvre les politiques d'environnement et se gère l'environnement, comment se composent ces différents vecteurs d'action publique qui ne sont pas complètement compatibles entre eux, mais qui doivent être composés sur le terrain. D'où l'importance d'arriver à se donner des outils de lecture là-dessus. Et je termine
par une autre citation de Hickley, toujours le même livre qu'au départ. Selon un proverbe français, c'est ça qui est très drôle, les accords internationaux seraient impossibles sans des réserves mentales non dites. Dit autrement, derrière chaque accord international, les différentes délégations repartent en disant « Oui, mais en fait, voilà ce que je pense et voilà comment j'interprète l'accord et je sais très bien que ça n'est pas la manière dont les autres l'interprètent. » Donc encore un tribut à cette notion d'ambiguïté comme fondatrice de la négociation. Ok, donc voilà sur cette séquence. Est-ce que vous avez des questions, observations là-dessus? Ouais, dans la dernière remarque, c'est de l'ambiguïté. Parce que les pays peuvent, enfin les pays où les acteurs peuvent lire la situation à travers le prisme de leurs intérêts, etc. C'est pas forcément... C'est-à-dire que, en fait, ce que ça dit, c'est qu'à la fin d'une négociation, il y a un accord explicite, mais il y a aussi un désaccord implicite entre les parties. Et donc, ils repartent en ayant un accord explicite, un désaccord implicite, et donc on reste dans une formule où ils savent où ils en sont de la négociation, à la fois sur le plan des divergences et des convergences et de l'interdépendance. Et puis après, on va peut-être passer, ils seront peut-être dans une coopération, on va faire comme si l'accord explicite était le seul qui existe, jusqu'au jour où il va y avoir une difficulté et où chacun va se rappeler quelles étaient les réserves implicites qui avaient été faites. Ouais. Sur la question des négociations qui seraient du coup entre acteurs difficiles à voir, mais plutôt entre acteurs que l'État qui tranche par rapport, il y a une application du coup au niveau efficacité, au niveau, niveau comment fonctionne la négociation finalement. Est-ce que le fait qu'elle soit plus difficile, ça fait qu'elle a son rôle justement, enfin, si elle est mal perçue, du coup, si elle est même plus perçue, est-ce que du coup, le rôle dont on parlait, distributif ou de création aussi de valeur, est-ce que ce rôle s'applique moins bien, enfin, que j'arrive pas à... Une des conséquences qui est pour moi essentielle, c'est pour l'évaluation des politiques publiques. Beaucoup de gens raisonnent en disant la politique environnementale, on va l'évaluer au regard des objectifs affichés de cette politique environnementale. Mais là, le résultat est couru d'avance, puisque vous avez pris plusieurs engagements envers plusieurs acteurs différents et incompatibles, qui n'ont pas un rapport de force totalement dissymétrique entre eux. Donc il est évident qu'aucun ne va obtenir 100% de ce qu'il voulait une fois que vous aurez lutté. Donc l'évaluation de politique publique environnementale, il faut qu'elle se fasse en utilisant des cas d'analyse et des méthodologies qui prennent en compte le fait que l'outcome est produit non pas par la politique environnementale en elle-même, mais par l'interférence entre cette politique environnementale et les autres politiques publiques. Par exemple, quand des gens vous disent la politique de biodiversité est un échec, la preuve, on a mis en place les parcs nationaux, toutes les mesures biodiversité, et malgré ça, il y a une érosion de la biodiversité. C'est soit idiot, soit cynique et de mauvaise foi, si ça conduit à dire qu'il faut arrêter la politique de biodiversité puisqu'elle n'est pas efficace. Le résultat que constitue l'état de la biodiversité, il n'est pas le résultat de la politique biodiversité, il est le résultat de l'interaction entre des acteurs qui portent la politique de biodiversité et des acteurs qui portent la politique agricole ou la politique des pêches. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut évaluer l'action politique. Est-ce que la politique de biodiversité a infléchi dans cette interaction le résultat final? Et pas est-ce que le résultat final est celui qui aurait été s'il n'y avait que la politique de biodiversité. Donc ça a plein de conséquences sur la manière d'analyser la conduite de l'action et surtout d'évaluer les conséquences de l'action. Ouais. Par rapport au fait qu'il y aurait une évolution des politiques environnementales et que notamment
la politique environnementale, ce serait un cadre donné, qu'ensuite ce serait une négociation constante. Est-ce que, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est parce qu'on est dans un changement de paradigme dans notre société, parce qu'avant c'était hiérarchique, donc on avait des objectifs qui étaient vraiment classés, et aujourd'hui on se retrouve face à des objectifs qui sont sur le même plan, donc il n'y a plus de hiérarchisation, ou alors, est-ce que cette manière de fonctionner, c'est une transition, ou alors c'est juste un nouveau mode qui va rester constant et il faut trouver dans certains secteurs l'enjeu environnemental qui sera supérieur ou qui dominera et dans d'autres thèmes ce sera un autre... Alors, très bonne question. La première élément de réponse. Cet état actuel dans lequel on mène de front des dizaines de politiques publiques qui ne sont pas complètement compatibles entre elles, au fond, c'est un régime politique très pluraliste. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée qu'il y ait des attentes extrêmement multiples et en partie contradictoires de la société, et qu'on accepte de ne pas les préarbitrer en laissant jouer une forme de pluralisme dans l'interaction entre les acteurs. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'on est passé d'un mode plus hiérarchique de conduite de l'action publique à un mode plus pluraliste. La deuxième question, c'est est-ce que ce pluralisme est un passage, une transition, ou est-ce qu'il a vocation à durer? Alors, la question est simple. Si c'est une transition, la question se pose, c'est une transition vers quoi? Alors, ou bien c'est une transition vers... de mon point de vue, on peut très bien imaginer d'essayer de rester le plus longtemps possible dans un cadre pluraliste. Si c'est une transition, on peut imaginer, dans un imaginaire, que c'est une transition vers une forme de coopération généralisée. Pour moi, cette idée-là est une impasse. Pourquoi? Parce que la question n'est pas de savoir s'il y a des acteurs qui sont en tension les uns avec les autres, mais il y a des attentes sociales qui sont en partie incompatibles les unes avec les autres. Et donc, ces incompatibilités ne vont pas disparaître. Ce que les uns considèrent comme la vie bonne, les autres le considèrent comme une vie inacceptable pour eux. Et donc, on essaie de faire cohabiter tout ce monde-là dans des sociétés pluralistes. Donc, l'idée que l'horizon de la transition soit une coopération généralisée me paraît, à moi en tout cas, impossible. Donc, en fait, la transition du pluralisme, c'est forcément une transition vers un autre régime plus autoritaire ou plus hiérarchique. Quand j'écoute les différents discours autour des dossiers environnementaux, eh bien ce que j'entends, c'est soit un discours, le plus souvent, c'est une transition vers un discours éco-autoritaire, c'est-à-dire vers un état dans lequel on aura rendu impossible toute une série d'attentes sociales qui sont aujourd'hui très précieuses pour beaucoup de gens et qui se trouvent ne pas être compatibles avec les critères écologiques qu'on a posés sur la table. Donc le pluralisme peut être une transition vers un plus grand autoritarisme. C'est des degrés, bien sûr. Hein. De même que la conduite des politiques publiques était beaucoup plus hiérarchique et autoritaire il y a 40 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle peut le redevenir demain. Et une partie de nos interlocuteurs au niveau international nous montrent tous les jours les avantages d'une politique autoritaire. Je pense à la Chine, par exemple. J'ai le souvenir d'une discussion extraordinaire en marge d'un colloque à Rome, il y a 1 an et demi, où un écologue qui depuis 30 ans essaye de plaider pour qu'on fasse de la planification écologique en Europe et aux États-Unis, et qui constate que c'est sans arrêt de la négociation, etc., il part pour la première fois en Chine, il revient, il dit « mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux, on a fait un plan écologique, 1 an après, boum, c'était en place ». Ben oui, c'est plus autoritaire. Donc, évidemment, lui, il ne voyait pas que c'était un rêve d'autoritarisme, son rêve de rationalité écologique. Hein. Mais donc, derrière le rêve de rationalité écologique, il y a aussi un rêve d'autoritarisme. Et ce rêve d'autoritarisme peut aussi prendre le masque d'un rêve de coopération généralisée. Hein. C'est-à-dire que si mon idéal, c'est que tout le monde soit en coopération
autour des quelques critères qui sont importants pour moi, le seul moyen d'atteindre cette coopération, c'est un autoritarisme. Évidemment, j'ai peut-être pas envie d'en avoir conscience, ou bien alors j'ai pas du tout envie de le dire aux autres parce que je me rends bien compte que si je leur dis mes chances d'arriver à cette coopération sont nulles, mais en tout cas, il y a un enjeu de cette forme-là. La synthèse de ma réponse, elle est simple, c'est que le fonctionnement pluraliste, c'est inconfortable, c'est relativement instable et c'est en tension. Et c'est beaucoup moins confortable que les choses claires et nettes, hiérarchiques, dans lesquelles on a un ordre qui s'impose par rapport aux autres. Et moi, j'irais dans la même conclusion qui était celle de mon cours sur Boltanski et Thévenot, sur la théorie de la justification. C'est justement la beauté d'une société ouverte, c'est une société où plusieurs ordres normatifs peuvent coexister en tension, et ça ouvre un espace d'action et de relation qui est finalement plus riche et plus constructif que quand on essaie de tout mettre au carré sur une ou l'autre des dimensions normatives de cohérence de cet espace. Oui, poursuivre. Parce que du coup, par rapport à cette vision, si on part du principe que par exemple l'objet environnemental est plus faible que d'autres objets par ses caractéristiques, parce que sa temporalité est plus longue, parce que c'est plus dur de faire vivre en fait cet objet dans les politiques publiques, est-ce qu'on n'est pas obligé à dire ou obligé d'aller dans la direction de dire du coup il faut qu'on soit beaucoup plus autoritaire et beaucoup moins prêt à la négociation de l'objet environnemental si on veut qu'il existe, parce que si on le met au même plan avec d'autres politiques, industrielles, agriculture, ça ne fonctionne pas, c'est toujours l'objet environnemental qui perd. Donc si on veut vraiment voir des actions, des conséquences qui vont dans ce sens-là, il faut que ce soit un peu plus appuyé, particulièrement pour l'environnement, si on veut voir des effets derrière. Alors, ce que vous dites, ça explique la tendance autoritaire dans le raisonnement sur l'environnement. Soit elle vient de gens qui ont une formation scientifique et donc pour lesquels la rationalité devrait s'appliquer directement, ce qui suppose une forme d'autorité, soit elle vient de gens qui disent il y en a marre, c'est trop déséquilibré dans un sens, donc il faut qu'on se mette au moins en esprit dans un rééquilibrage. Mais considérez une seconde des champs de politique publique dans lesquels l'environnement a relativement gagné. Je prends par exemple le dossier du loup. Imaginez que vous soyez éleveur. Là, vos marges de manœuvre, à vous, elles ont beaucoup baissé parce que les loups sont arrivés et que derrière les loups, il y a la politique de protection des loups et du coup, vous êtes coincé. Et donc, si vous êtes éleveur, tous les problèmes d'environnement n'en sont pas du tout au même stade. Mais si aujourd'hui vous êtes éleveur, vous pouvez à bon droit dire écoutez, je suis soumis à une pression autoritaire, réglementaire, idéologique, etc., en faveur du loup, qui me rend la vie impossible. Et donc, on est dans une autre situation. Je veux réouvrir la négociation. D'où la négociation sur le nombre de loups abattus, etc. Et en fait, dans une négociation, chacun a tendance à percevoir les autres comme hégémoniques. Par exemple, dans une situation dans laquelle vous allez considérer que l'agriculture est une agriculture industrielle qui détruit tout, les agriculteurs concernés vont considérer qu'ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit sans être bloqués, administrés au mètre près au niveau de leurs subventions, avec des conditions, des machins, etc. Donc, dans la négociation, il y a aussi cet outil de lecture qui est l'interprétation réciproque de l'autre comme autoritaire. En fait, on pourrait même dire à l'inverse, c'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu une intervention, disons, autoritaire, qu'il y aurait eu un parti pris du gouvernement pour la réintroduction des loups, c'est-à-dire que il y aurait juste eu un affrontement entre les associations naturalistes qui voulaient introduire le loup et les éleveurs qui ne veulent pas l'introduction des loups parce que voilà, il y a des conséquences sur l'introduction, le jeu environnemental n'aurait quand même jamais gagné. Enfin, ils étaient quand même dans une tension où aucun ne pouvait prendre le dessus. Le fait que
le gouvernement prenne position, prenne une décision, qu'il y ait une hiérarchisation des priorités, a permis l'introduction du loup. Donc au final, même si aujourd'hui, si on analyse au tenté le fait qu'il y a eu une hégémonie et que dans ce secteur-là, l'environnement a gagné, si on analyse avec un peu plus de rétrospective, c'était pas si évident. Et s'il n'y avait pas eu cette position prise supérieure de l'environnement, le loup n'aurait pas été réintroduit. Oui, alors bon, d'abord le loup n'a pas été réintroduit, mais il est revenu tout seul. Oui, Ça, il c'est est un revenu tout détail seul, c'est vrai qu'il est revenu tout voilà. Indépendamment de ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence d'analyse très forte entre l'idée de constater qu'il y a des lieux et des moments d'action autoritaire et l'idée d'imaginer un ordre cohérent et coopératif sous une égide autoritaire. C'est-à-dire que dans une société pluraliste, le gouvernement donne du soutien à plein d'acteurs différents et de temps en temps, il va arbitrer pour l'un. Et puis à un autre moment, il va arbitrer pour un autre, ou pour un autre, ou pour un autre. Donc c'est le fait qu'il y ait des moments d'autorité localisés ne conduit pas du tout au même tableau que l'idée d'avoir une hiérarchisation complètement cohérente au lieu d'avoir des politiques publiques contradictoires entre elles. Mais du coup, ça aboutit à une lecture différente de ces moments d'autoritarisme. C'est-à-dire, si vous êtes un militant pour certains intérêts agricoles, vous allez militer en disant l'environnement domine partout et toujours, il faut qu'on combatte cette injustice. Si vous êtes un militant environnemental sur ce dossier-là, vous allez dire pour une fois le gouvernement a arbitré en notre faveur. Donc ces lectures-là, elles font partie de l'ordre négocié ou de l'ordre pluraliste. Et bien, il y a une différence énorme entre fantasmer une société de la planification écologique qui est une société autoritaire dans laquelle on impose un plan de cohérence centralisé, fondé sur l'écologie, et une société pluraliste dans laquelle on laisse jouer beaucoup de choses et on fait des arbitrages tantôt autoritaires, tantôt négociés, tantôt des endroits de coopération volontaire, dans une sorte de mosaïque de modes d'action dans le temps. Sur le plan politique, là on a parlé de négocier par rapport à quelque chose d'autoritaire, mais j'ai l'impression qu'il y a une tension irréducible de la négociation, du rapport de la négociation à la démocratie, qui est d'un côté, ça fait partie du pluralisme, éventuellement ça rapproche les centres de décision d'acteurs minoritaires, etc. Et d'un autre côté, ça cultive l'ambiguïté, ça cultive le secret. Tout à fait. Donc, c'est pas lisible aux yeux du public. Tout à fait. C'est-à-dire que donc là, il y a une vraie question qui est quel jugement normatif on peut poser sur la négociation en général. Donc ça, on va revenir dans une autre séance avec une bonne transition. On va garder cette pierre d'attente et je reviendrai dans une séance ultérieure sur cette question-là. Est-ce que la négociation dans son ensemble est un modèle mauvais ou bon? Si vous avez bien introduit la terme de cette question. Je vous propose qu'on en reste là sur cette séquence et je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui.